Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce hors-série du podcast Passion médiéviste. Les traces du Moyen-Âge, on les voit un petit peu partout. Déjà dans le paysage, parfois il faut creuser dans le sol pour en trouver, et parfois on en trouve aussi jusque dans les murs. Mais qui sait ? Si vous avez une vieille maison de la fin du 18e dans un village, peut-être que vous avez dans vos murs des pierres médiévales, qui sait ? Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans cet épisode, nous allons vous raconter encore une nouvelle histoire de Moyen-Âge, mais aussi d'archéologie. Rappelez-vous, récemment, je vous ai déjà parlé, on vous a parlé parce que je n'étais pas toute seule, de l'histoire de la rotonde de Saint-Bénigne à Dijon. Et aujourd'hui, en fait, on est un peu plus au nord, en Champagne, pour vous raconter l'histoire du cloître de Notre-Dame-en-Vaux à Châlons en Champagne, enseignement Châlons-sur-Marne, il faut suivre. Et nous enregistrons aujourd'hui en public. Et pour raconter toute cette histoire, j'ai à mes côtés deux spécialistes qui se complètent très très bien, donc c'est parfait. J'ai d'abord avec moi Clémentine Lemire. Bonjour Clémentine. Bonjour Fanny. Clémentine, tu es conservatrice du patrimoine et donc directrice des musées de Châlons en Champagne. Et à tes côtés, juste à côté de moi, j'ai Pierre Gandil. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Donc toi, tu es conservateur aussi, mais des bibliothèques et responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Châlons, médiéviste de formation, tu as vraiment tous les défauts. Alors déjà, peut-être, Clémentine, est-ce que tu peux nous décrire où nous sommes aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes dans le musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, qui a le gros avantage d'avoir une seule grande salle. Donc on est entouré de tous les vestiges des 77 statues colonnes et chapiteaux qui ont été remontés par les pressuires. Donc on est dans cette salle principale du musée du cloître. On va raconter toute cette histoire. Donc c'est pour ça effectivement que ça résonne un petit peu aujourd'hui. Mais moi j'aime bien. J'ai l'impression ça nous ramène un peu au Moyen-Âge avec ces grandes églises, ces collégiales. Bon, le cloître, ça résonnait pas. Quoique peut-être un petit peu, mais différemment. Donc voilà, on est dans l'ambiance. Alors, on va commencer par planter un petit peu le décor de toute notre histoire. Déjà, à quoi ressemble Châlons en Champagne-sur-Marne, en tout cas Châlons, au XIIe siècle ? Donc au XIIe siècle, Châlons, c'est surtout un ensemble d'îles sur la Marne. Alors nous, à Châlons, on dit qu'il y a la Marne, il y a le Meaux, il y a le Nau. Pour le Moyen-Âge, tout ça, c'est la Marne, avec différents bras de la Marne. Et il y a une île sur laquelle on va trouver la cathédrale et tout un quartier qui est essentiellement un quartier de clercs, de religieux, et un autre quartier sur lequel on va trouver donc un ensemble plus commerçant, avec notamment un grand marché qui correspond à l'actuelle place de la République, qui était à l'époque donc la place du marché au blé. Donc vraiment un vaste ensemble commercial. Et ce Châlons, il avait une richesse importante qui était donc des marchés, des foires. C'était une ville commerciale depuis le Xe siècle. C'est un peu une des spécialités de la région, de toute façon, les foires, si j'ai bien compris. Oui, mais celle de Châlons était avant les autres. On a été un peu oublié à cause des foires de Troyes, de Bar-sur-Aube, mais Châlons, c'était la première identifiée dans les textes. Et comme c'est la première, alors quand arrive le XIIe siècle, elle est un petit peu en déclin, cette foire de Châlons, mais par contre, elle a eu le temps de lancer le développement d'un artisanat du drap à Châlons, très important. Et cet artisanat du drap, justement, il se développe principalement au cours du XIIe siècle sur la rive droite de la Marne. Et donc cette rive droite, c'est justement là où nous sommes en ce moment. C'est tout ce quartier qui se développe au cours du XIe, XIIe siècle et rapidement autour de Notre-Dame-en-Vaux. Donc c'est un quartier qui est en dehors des murailles de la ville, ces murailles qui enserrent les deux principales îles dont j'ai parlé. On est au-delà des murs, on est dans un faubourg, et on est dans un faubourg qui est en pleine croissance. Et qui dirige la région à l'époque ? Alors, c'est l'évêque de Châlons, qui est une personnalité importante puisque c'est un des 12 pairs de France, donc un des 6 pairs ecclésiastiques, un des 6 évêques qui sont présents lors du sacre. Et alors, on a une communauté de chanoines qui vient s'implanter. Alors déjà, qu'est-ce qu'un chanoine ? Je pense que c'est important qu'on le dise, qu'on le rappelle en tout cas.
Alors, je vais me risquer à une métaphore. Le chanoine, c'est un personnage essentiel de l'Église de la fin du XIe siècle et du XIIe siècle. Donc une Église qui est en plein renouveau avec ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Et pour cette réforme grégorienne, l'Église à ce moment-là s'appuie beaucoup sur ces chanoines qui sont un peu un mixte entre les prêtres et les moines. On pourrait dire que c'est un petit peu le couteau suisse de l'Église. Ils ont une vie communautaire comme des moines. Ils célèbrent la messe, ils célèbrent des prières dans la collégiale tout au long de la journée. Ils s'occupent des pauvres, ils vont se charger de l'enseignement, ils vont aussi se charger de la gestion des paroisses. Parfois, ils sont même des collaborateurs de l'évêque sur des aspects administratifs. Et ces chanoines, on va régulièrement leur confier des paroisses qui sont en construction, qui sont en développement, parfois plusieurs paroisses justement, ce qui correspond exactement à ce qui se passe à Châlons et ce qui correspond à ce qu'on a étudié avec un peu plus de sources écrites dans d'autres villes, notamment en Picardie. Et donc, qu'est-ce que ces chanoines viennent faire ? Oui, ils viennent faire des choses, on s'en doute. Mais pourquoi ces chanoines s'implantent ici ? Alors, les chartes ne nous le disent pas. Déjà, les chartes ne nous permettent pas... Déjà, un premier mystère. Vous allez voir, il y a beaucoup de mystères aujourd'hui qu'on va vous raconter. C'est déjà un premier mystère. C'est pourquoi je vais m'avancer à faire des hypothèses. On va revenir un tout petit peu en arrière. On a un évêque de Châlons qui est très efficace dès le début du XIe siècle, et même plusieurs évêques de Châlons successifs, qui sont très efficaces pour urbaniser leur ville et urbaniser cette rive droite de la Marne. Au début du XIe siècle, cette urbanisation, elle est confiée à un monastère, donc monastère Saint-Pierre-au-Mont, qui est un peu au sud-est de Notre-Dame-en-Vaux, et l'évêque de Châlons de l'époque lui confie une partie de la seigneurie sur ces terres. Donc l'évêque détenteur de la seigneurie confie cette seigneurie à cette abbaye Saint-Pierre-au-Mont, à charge pour Saint-Pierre-au-Mont de se développer et de contribuer à développer un quartier autour de l'abbaye. Voilà, moi j'en suis arrivé à la conclusion que dans la deuxième moitié du siècle, l'évêque a fait sensiblement la même opération avec Notre-Dame-en-Vaux, en élevant Notre-Dame-en-Vaux, donc en élevant donc la chapelle Notre-Dame en église paroissiale, en la confiant à une communauté de 6 chanoines, dans le cadre d'une opération d'urbanisme qui là concernait la partie nord de cette rive droite de la Marne. Et donc, qu'est-ce qu'on sait ? Tu l'as dit, on ne sait pas beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut savoir de cette communauté ? Déjà, tu l'as dit, ils sont 6. On a déjà une information. Ils sont 6. On peut supposer qu'à cette époque, donc fin 11e, début 12e siècle, ils ont une vie commune, mais on n'a pas de certitude. Là-dessus, vraiment, les textes sont extrêmement limités. Je pense que la communauté est apparue dans la deuxième moitié du XIe siècle. Il y a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens, mais la première attestation date de 1107 et la deuxième de 1114. Voilà. Après, on a des références plus régulières. On peut supposer qu'ils avaient une vie commune à ce moment-là. On peut supposer qu'une église, une première église, une deuxième église, donc la première église c'est la chapelle carolingienne, on peut supposer qu'une église plus importante a été bâtie dès le XIe siècle et on peut supposer qu'un cloître existait, mais on n'a pas de certitude. Et alors, le cloître qui nous occupe aujourd'hui, à quel moment on pense qu'il a été construit ? Alors, le cloître qui nous occupe aujourd'hui s'inscrit dans les chantiers de Notre-Dame du XIIe siècle, enfin XIIe et en partie XIIIe siècle. On peut penser qu'il y a des travaux qui ont commencé. Alors là aussi, les textes ne nous disent pas quand commencent les travaux. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1157, une partie du chœur s'effondre. Donc le chœur de la collégiale, enfin de l'église s'effondre. Le chœur de l'église s'effondre. Ce qui est amusant, donc j'ai parlé des miracles, c'est que justement c'est le premier miracle. C'est-à-dire, oui. Alors, drôle de miracle, oui. Le miracle, c'est pas que le chœur se soit effondré, c'est que cette chute n'ait fait aucune victime. Ni victime, ni même dommages matériels, les vitraux même avaient été évacués.
Bon, ce qui suggère qu'ils étaient en période de construction, qu'ils avaient vu venir la ruine, mais ils avaient, alors pour dire comme tu le fais dans certaines émissions, ils devaient avoir un excellent community manager qui a réussi à vendre cette ruine en partie prévue de l'église comme étant un miracle. Et le premier d'une série de miracles qui, pour le coup, eux, ont eu plusieurs narrateurs. Oui, toute une façon de présenter les choses, en fait. Oui, si on dit que c'est un miracle, voilà. Voilà, on a ce premier miracle qui est la chute de l'église sans victime, puis des miracles plus classiques. Et en 1165, on est en pleine période de construction, enfin de poursuite de la construction, de reconstruction. Et là, on a un chroniqueur de l'époque, donc Guy de Bazoches, dont on reparlera, donc un contemporain qui vit à Châlons, qui, dans une lettre qu'il adresse à sa sœur, lui parle de ces différents miracles et lui dit que le plus remarquable miracle, c'est la construction en cours, le chantier en cours auquel la population chalonnaise contribue avec une ardeur véritablement divine. C'est rare d'avoir ce genre de témoignage. Déjà, c'est important de le noter. Et donc le cloître, là, parce que tu nous as parlé effectivement de l'église, mais le cloître en lui-même, ça serait donc assez contemporain de ça ? Là encore, sur le cloître même, on n'a pas de texte. Autre mystère. Donc, on a une construction qui reprend après 1157 et on identifie généralement une phase de la construction qui va aller jusque vers 1183. Et on pense que la construction du cloître a été faite vers la fin de cette phase de construction. Puis, en 1183, 1187, on pense que les travaux ont été ralentis à cause de disputes entre Notre-Dame-en-Vaux et les chanoines de la cathédrale de Châlons. Et à partir de 1187, on pense que les travaux reprennent et on a une nouvelle phase de construction qui va jusqu'au XIIIe siècle sans que je puisse personnellement préciser plus l'achèvement. Ce qu'on sait, c'est que on sait que c'est donc au cours du XIIIe siècle que sont construites notamment les 4 grandes flèches de Notre-Dame-en-Vaux qui achèvent en quelque sorte cette première grande phase de construction. Alors, j'ai une question un peu naïve et qui va peut-être paraître évidente, mais qu'est-ce qu'un cloître et à quoi ça sert ? Le cloître, logiquement, doit être au cœur de la vie commune de la communauté de chanoines ou de moines. Il doit être presque le point de circulation entre l'abbatiale, les différentes parties, les différents bâtiments de la vie du couvent. C'est un problème dans le cas des chanoines de Notre-Dame. On a dit qu'on pensait qu'ils avaient une vie commune au XIe siècle, sans doute encore au XIIe siècle. Au-delà du XIIe siècle, on est à peu près certain qu'ils abandonnent assez vite cette vie commune, si ça n'est pas le cas avant, mais on n'a pas plus d'indications. Le cloître, c'est aussi un lieu qui va accueillir des personnes qui ne sont pas des chanoines, mais qui sont des clercs, donc soit des prêtres, soit des clercs qui vont avoir des différentes fonctions au sein de l'Église, mais sans avoir encore reçu l'ordination sacerdotale, donc sans avoir le rang de prêtre, et donc ne pouvant pas célébrer les sacrements comme peut le faire un prêtre. Et ces 6 chanoines dont on a parlé, alors qui vont ensuite se multiplier et devenir 10, ces chanoines ne sont pas les seuls à exercer leur ministère au sein de la collégiale. Ils sont des chapelains, donc des prêtres qui vont pouvoir célébrer des messes, dire des prières à la place des chanoines, et il doit y avoir tout un petit monde de clercs. Et dans ce petit monde de clercs, on va notamment trouver des clercs qui sont en apprentissage. Et c'est une des fonctions certainement importantes du cloître, d'être un lieu de prière probablement, mais aussi d'enseignement, un point d'appui pour l'enseignement que donnaient à un moment les chanoines de Notre-Dame à des clercs en formation, et pour une formation qui pouvait aller jusqu'à un assez haut niveau. Donc on pense que le cloître, c'est un livre de théologie. Et si j'ai bien compris, physiquement, un cloître, c'est donc un ensemble de bâtiments qui peut être accolé donc là à une grande église, à une cathédrale, et donc on a plusieurs bâtiments. Et est-ce que le fait d'avoir un jardin avec un espace de circulation donc autour de ce jardin, une sorte un peu comme une galerie couverte plus ou moins décorée, est-ce que ça c'est plutôt commun pour un cloître ? Jusqu'à un certain point. Le fait d'avoir, en tout cas dans le nord de la France, le fait d'avoir
Un cloître, donc espace de circulation, comme tu dis, c'est quelque chose d'absolument classique. C'est même une obligation. Par contre, le fait qu'il soit décoré comme l'est le cloître de Notre-Dame, avec des statues colonnes, avec des chapiteaux historiés, donc avec représentation de personnages, de scènes, représentation de monstres, ça c'est quelque chose qui est beaucoup moins courant dans le nord de la France, alors avec la difficulté que les cloîtres qui se sont conservés comme celui de Notre-Dame-en-Vaux sont rares, mais on est dans quelque chose qui n'est pas fréquent au nord de la France et qui en plus, dans ce 2e, 12e siècle qui est très marqué par l'esprit cistercien, donc un esprit inspiré des écrits de Bernard de Clairvaux qui proscrit jusqu'à un certain point la multiplication des images et des images susceptibles de distraire les moines, les clercs en général, dans leurs prières, a fait que ce cloître a quand même quelque chose d'atypique. Je renvoie pour ça, d'ailleurs, j'avais fait un épisode sur l'ensemble cathédral du Puy-en-Velay. Donc on avait parlé d'un cloître, alors loin d'ici, mais où il y avait déjà quelques comparaisons. Donc si j'ai bien compris, en fait, déjà on ne sait pas énormément de choses sur sa construction, mais donc aussi on n'a pas beaucoup d'éléments sur à quoi ressemblait le cloître, si j'ai bien compris. Là, on a encore un nouveau mystère à pointer. Clémentine, et c'est sans doute le plus frustrant de tous, en effet. On connaît ses dimensions, parce qu'il existe des plans qui datent de l'Ancien Régime, donc avant la destruction de ce cloître, des plans qui sont conservés aux archives départementales de la Marne, tout près d'ici, où on voit donc son implantation accolée à la collégiale. Et tout cela a ensuite été vérifié lors des fouilles de Léon et Sylvia Pressouire. On sait donc qu'il avait une forme carrée, ce cloître, avec des côtés qui mesuraient 32 mètres et des galeries qui étaient délimitées par un mur bahut, ouvrant donc sur le jardin intérieur. Et ce mur bahut formait un carré intérieur de 26 mètres de côté. Donc on a ces dimensions. Et on a, comme vous le voyez tout autour de vous, un nombre de vestiges sculptés importants. En totalisant en fait le nombre de bases, le nombre de colonnes, le nombre de chapiteaux qui ont été retrouvés, on peut diviser tout cela et savoir donc quelle était l'alternance de ces figures sculptées grâce aux claveaux également. Grâce au quoi ? Aux claveaux, donc des pierres qui étaient... C'est quoi les claveaux ? Ce sont des pierres qui ont été taillées pour couvrir les arcatures qui reliaient chacune des colonnes et statues-colonnes. Donc là, on en a une reconstitution qui a l'avantage de vous montrer qu'il existait donc une distance d'1 mètre entre chaque colonne et statue-colonne. Et la forme de ces claveaux ne laisse aucun doute. Donc on sait qu'il y avait une alternance entre un support simple, donc ou une colonne avec un fût complètement lisse, ou une colonne avec une statue-colonne en avant, et un support double, c'est-à-dire avec 2 colonnes lisses reliées par une bague au milieu, ou bien 2 colonnes dont l'une comportait un personnage sculpté. Et les angles étaient également marqués par des supports complexes avec plusieurs statues-colonnes accolées les unes aux autres. On a une grande diversité de différentes colonnes. On va y revenir tout à l'heure. On avance un petit peu dans le temps parce qu'en fait, et ce qui est finalement peut-être assez surprenant et même troublant, je trouve, c'est que ce lieu, ce cloître, perd en rayonnement, mais finalement dès la fin de sa construction, si j'ai bien compris. Comment on peut expliquer ça ? J'ai parlé à l'instant des disputes entre les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux et les chanoines de la cathédrale. C'est assez courant chez les chanoines, j'ai l'impression, de se disputer quand même. Enfin, c'est vraiment, on trouve souvent des histoires de chanoines qui se disputent. Là, je préfère que ça soit toi qui le dise. Mais c'est bien, ça fait des archives. Alors, c'est vrai, indubitablement. Nos chanoines de Notre-Dame-en-Vaux, en fait, ils dépendent directement des chanoines de la cathédrale de Châlons, des chanoines de Saint-Étienne. On va dire que les chanoines de Saint-Étienne, le collège des chanoines de Saint-Étienne est patron des chanoines de Notre-Dame-en-Vaux. Et les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux, très clairement, ont lutté pour avoir une certaine autonomie vis-à-vis de leur patron. C'est presque des révolutionnaires à leur manière. Alors, c'est justement ce qu'ils ont obtenu en 1114. Je reviens un tout petit peu là-dessus. Il y a une des chartes qui nous parle de ces chanoines, donc cette charte de 1114, qui est très intéressante parce que c'est un accord entre les chanoines de Saint-Étienne et les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux, qui, en échange d'un certain revenu que les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux versent aux chanoines de Saint-Étienne, permet
aux chanoines de Notre-Dame-en-Vaux de bénéficier de la totalité de certains revenus qui, avant, devaient normalement revenir à Saint-Étienne. Ils bénéficient de la totalité de ce qu'on appelle les menus dîmes. Alors les menus dîmes, dîmes c'est compliqué, c'est Une forme de un taxe, on va impôt, dire, ouais. voilà, une sorte de taxe de l'Église, 1/10 des productions, des chants. Et les menus dîmes, alors ça peut couvrir différentes choses. Je pense que ça concernait notamment 1/10 de la production de la laine. La production de la laine dans ce quartier consacré à l'artisanat drapier, ça devait être quelque chose d'extrêmement important. Et puis, les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux ont aussi obtenu la totalité du revenu des donations qui étaient faites à Notre-Dame. Sachant que ces donations, à partir des miracles de 1157, ont explosé. Quand justement, comme tu l'évoquais, Notre-Dame est devenue un sanctuaire marial très couru. On a un pèlerinage qui marche bien, on a des revenus importants, que des constructions qui se font, on a manifestement une jalousie. Je me doutais que ça allait arriver à un moment là, clairement. Voilà. Donc, chanoine de Saint-Étienne jaloux qui essaie de revenir sur les accords qui ont été conclus en 1114 parce qu'ils ont le sentiment de s'être fait avoir. Et en 1183, discussion, l'évêque s'en mêle, le pape s'en mêle, le pape dit... Le pape Mais s'en mêle. Mais qu'est-ce mêle. qu'il vient faire là, le pape? Il a pas autre chose à faire? À ce Vraiment, moment-là, à cette époque-là, il était un peu occupé quand même. Oui, mais alors vous avez, à cette époque-là, tu as pas mal de papes qui passent du temps en France. Donc, si, il peut s'en occuper. Et puis, on lui a demandé d'intervenir. Oui, c'est surtout ça, oui. Donc, le pape dit, vous faites des constructions trop luxueuses, il va falloir arrêter. L'évêque de Châlons s'en mêle aussi. Et on arrive au doublement du nombre de chanoines. Oui, donc c'est vraiment, en fait, c'est une histoire de sous, tout ça. Là, on a une histoire de sous. Alors, le doublement du nombre de chanoines, on passe de 6 chanoines à 10 chanoines. C'est un doublement un peu spécial. Oui, Je ne rentrerai pas dans le détail, je pourrais vous l'expliquer. Mais ce doublement du nombre de chanoines, il fait que les chanoines reçoivent un revenu, ce qu'on appelle une prébende, 2 fois moindre. Et du coup, ça devient beaucoup moins intéressant de devenir chanoine. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, alors les chanoines qui sont en poste ne sont pas coupés en deux, si je puis dire. Oui, c'est mieux quand même. On attend leur mort pour diviser la prébende en 2. Donc ça veut dire que pendant quelque temps, on a des chanoines qui restent en poste et qui continuent à toucher le plein bénéfice dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Et ensuite, au bout de quelques années, quelques décennies, vous avez des chanoines qui touchent 2 fois moins. Donc un collège de chanoines qui est beaucoup moins intéressant, qui est moins recherché par des clercs qui sont à la recherche de revenus. Et effectivement, là, c'est le début de la fin, effectivement. Mais c'est une fin qui est progressive. Donc si on avance un petit peu dans le temps, donc là tu l'as dit, les chanoines sont de moins en moins attirés pour venir ici, donc le cloître est moins fréquenté, et donc si j'ai bien compris, malheureusement, qui dit moins fréquenté, dit se dégrade un petit peu. On arrive à une situation où même les chanoines eux-mêmes demandent à ce que le cloître soit détruit. C'est quand même une grosse décision en fait, après toute l'époque de faste. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette décision-là, Clémentine ? Alors, ce ne sont pas les chanoines eux-mêmes qui ont décidé ça tout seuls. En tout cas, c'est simplement qu'ils avaient des exigences de confort. On est à quelle époque, du coup, à ce moment-là ? On est au milieu du XVIIIe siècle. Et régulièrement, donc, ils demandent à exécuter des travaux pour améliorer le confort de leur maison, mais également du cloître lui-même, qui, en effet, est en mauvais état. On a un certain nombre de pièces d'archives qui nous racontent qu'ils voulaient profiter de ce jardin par l'aménagement de terrasses, par exemple, ce qui pouvait donner directement sur le cloître. À un moment, en effet, le cloître est considéré dans un état tel que personne ne peut financer sa remise en état. En conséquence, on va décider de le détruire. C'est radical quand même, comme dit. Au moins, on peut aussi en déduire qu'il n'était plus véritablement aimé de ses contemporains. D'ailleurs, on n'en a aucune représentation ancienne, ce qui est une preuve qu'il n'attirait pas l'intérêt véritablement. Et donc, si j'ai bien compris, cette destruction, en fait, elle est assez documentée. Oui, elle a fait l'objet d'une décision de la communauté des habitants de Châlons, et il a été décidé en 1759 de détruire 3 ailes du cloître, mais d'en garder une, celle qui était directement accolée à la collégiale. Donc là, c'est un des seuls éléments d'ailleurs qui nous permet d'avoir des petits éléments sur comment était le cloître.
Oui, et surtout, on sait que dans un laps de temps très court, le cloître est détruit et tel qu'on le faisait à cette époque, on va remployer les matériaux de ce cloître. Donc plutôt que de les mettre au rebut, eh bien, on va utiliser ces morceaux de pierre calcaire qui sont de bonne qualité pour renforcer et agrandir les maisons canoniales. On a une documentation en effet assez détaillée des maçons qui viennent faire le travail de démonter les différents éléments du cloître en 1759. Et le reste sur place. Et en 1766, la dernière aile debout du cloître va être démontée également. On n'utilisera pas les fragments du cloître pour le même usage, mais on va en revanche disperser ces différents chapiteaux et ces différentes statues-colonnes, et on soupçonne qu'il y avait déjà un goût antiquaire qui existait à cette époque et que c'est pour cette raison que des éléments sculptés du cloître ont quitté la ville parfois et sont aujourd'hui... Donc, j'imagine les gens avec les statues-colonnes sous le bras, allez toi tu rentres avec moi. En fait on simplement fait leur entrée dans le marché de l'art et on circulait. Alors, on avance encore un petit peu parce que là, moi, c'est encore un autre mystère. C'est que cette histoire de cloître, en fait, elle est un petit peu oubliée. Bon, on a détruit, c'est bon, on est passé là-dessus. Et on arrive, alors d'après ce que j'ai compris, la redécouverte du cloître, donc là vraiment la deuxième, même la troisième si on compte la destruction, mais cette nouvelle histoire du cloître, elle commence même un petit peu au 19e avec des premières phases de redécouverte archéologique des restes du cloître. Oui, il y a des fouilles, par exemple, dans les années 1830, au niveau d'une placette qui se trouve à proximité de ce qu'était le cloître. Et on découvre des vestiges, on ne les comprend pas trop. Ensuite, dans les années 1850, lorsque des travaux interviennent sur la collégiale, eh bien, à cette occasion, là, véritablement, on trouve toute une série de fragments d'une qualité exceptionnelle. Mais là, c'est fou parce que, excuse-moi de t'interrompre, c'est que même, par exemple, pour 1830, de mémoire d'hommes, alors oui, il faut avoir vécu un peu long, mais on peut se dire qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se souvenir de oui, il y avait quelque chose là. Mais là, vraiment, même cette mémoire-là, on l'avait un peu oubliée. Je pense aussi que, et c'est ce qui fait la spécificité des fouilles de ce cloître, en 1830, on ne cherche pas de vestiges de l'époque médiévale. On cherche quoi ? Enfin, juste on fouille. Et après, on est sur une sorte de proto-archéologie aussi, qui n'a pas du tout la même façon de faire l'archéologie qu'aujourd'hui. On s'intéresse davantage aux monnaies et aux autres vestiges qui peuvent raconter une époque bien plus ancienne de la ville. Donc là, quand on avance dans le 19e, on commence à trouver d'autres éléments, c'est ça ? C'est ça, d'autres éléments qui ne sont pas forcément rattachés au cloître parce qu'en effet, il a été oublié. Et ces éléments sculptés, on les présente dans un dépôt lapidaire, comme il y en a un petit peu partout. Donc un dépôt de présentation de sculptures, de pierres. Et ce lieu va attirer un Parisien, Louis Courageau, qui est conservateur au musée du Louvre. Et en 1896, il fait un voyage à Châlons et il est très impressionné par la beauté de ces fragments. Et il en sélectionne toute une partie pour constituer une partie de son parcours d'histoire de l'art médiéval au Louvre. Donc encore quelqu'un qui est reparti de Châlons avec des statues colonnes sous le bras en mode allez, ça c'est très joli, hop je prends et je mets dans un petit musée, le Louvre, voilà, c'est sympa. Non mais vraiment, Châlons a été pillé en fait, c'est faut qu'on le raconte, c'est un scandale. Alors une grande partie de ces fragments est revenue quand même, il en reste, ils font le lien avec le cloître mais ils n'imaginent pas qu'on peut trouver autant de choses encore sur le cloître. Donc ça reste assez isolé, d'autant plus que certains éléments sculptés proviennent de la collégiale elle-même. Donc il y a un mélange. Et puis, au cours du 19e siècle, ce dépôt lapidaire rassemble d'autres éléments sculptés qui viennent des églises de Châlons qui ont été détruites pendant la Révolution. Oui, là on mélange un petit peu tout et on ne fait pas forcément, oui. Donc là, si on avance un petit peu, on arrive, vous l'avez compris, au XXe siècle. Et là, si j'ai bien compris, déjà dans les années 30, on a une découverte qui paraît anodine comme ça, mais qui va changer beaucoup de choses par la suite. Voilà, c'est le chanoine Hubert qui fait des travaux dans son jardin. Donc un chanoine qui était vraiment qui encore habite ici et qui découvre de très beaux vestiges, des statues-colonnes, qui correspondent en effet à ce qui se trouve au Louvre. Donc on sent qu'on a un ensemble qui se forme. Il en trouve combien environ ? Il en trouve, je dirais, une trentaine. Ah oui ! Parce qu'au bout du compte... la bonne pioche dans le jardin, hein, c'est sympa. Oui, c'est énorme. En fait, lorsqu'on trouve le filon, c'est énormément de trouvailles. Donc on parle de fragments. Il devait y avoir à peu près 150 fragments qui avaient été mis au jour lorsque les Pressouire commencent à travailler. Ben justement, on va arriver à ce fameux couple, donc les Pressouire. D'ailleurs, juste, je le dis tout de suite parce que c'est un élément que je trouve assez intéressant, c'est que parfois... Dans les recherches historiques, on a un homme qui parle de ses recherches et on a parfois en fait sa femme, mais qui est souvent
pas nommé, qui est souvent diminué. Là, ce que j'aime bien, et c'est ce que je dis tout de suite dans la présentation, même dans le musée, dans la façon dont vous parlez de l'histoire, et même, on le voit dès les années 70, elle a toujours été très présente, elle a toujours été là. Donc déjà, moi, c'est un élément que je trouve assez important. Pour une fois que les travaux d'une femme n'ont pas été mis sous le tapis et tout ça, je trouve ça déjà très intéressant. Donc, même si c'est quand même le monsieur de ce couple qui a un peu initié ça. Alors là aussi, on est un peu sur une forme de mystère de quelqu'un qui était très curieux d'en savoir plus, parce qu'il arrive un peu à Châlons par hasard, en fait, ce fameux Léon Pressouire. Oui, il arrive à Châlons un peu par hasard, le hasard du service militaire, qui l'avait mené d'abord en Algérie, et puis finalement c'est à Mourmelon qu'il commence pas loin d'ici, oui. Tout près d'ici. Il est professeur d'art plastique, il a commencé sa carrière, et à cette époque-là, les professeurs d'art plastique peuvent entamer toutes sortes de recherches un peu académiques, et ça leur permet de retarder le service militaire. Donc c'est ce qu'il fait pendant un petit moment, et donc il va fouiller sous la direction de Jean-Marc Cadet en Grèce, et après, une fois qu'il est à Châlons, on est en 1961, il va venir visiter la ville et puis il va se lier d'amitié avec le chanoine, cette époque-là le chanoine d'Hiver, et qui lui montre donc toutes ces trouvailles de 1937. Et là, il y a un très fort intérêt qui naît chez Léon Pressouire. Ils vont décider donc de reprendre ces fouilles qui avaient été entamées dans le jardin. Et donc là, ce qui est fou, et alors il est visible, je crois, seulement sur le site de l'INA, il y a un documentaire qui est fait, on va le raconter sur ces fouilles, et il faut voir tous les gens de ce village, voir tous les gens du coin, dont un boucher qui est en mode, bah oui, du coup, ils ont fouillé là, sous le parquet et tout ça, et vraiment, tout le monde est un peu, bon, bah oui, ils ont fait des trous et tout ça, mais c'est hyper intéressant, il est un peu vu comme un original, en fait, à l'époque, non ? Oui, c'est sûr que ce qu'il fait ne paraît pas complètement clair aux personnes qui le côtoient, d'autant qu'en France, finalement, la connaissance de ce patrimoine médiéval est relativement faible, surtout par rapport à nos voisins allemands. Et c'est peut-être un petit peu cette rivalité aussi, encore une, qui va justifier qu'il sera soutenu. Finalement, une fois que ces fouilles vont cesser d'être, pas clandestines, mais en tout cas cesser d'être un petit peu secrètes, j'imagine vraiment la pour nuit devenir plus institutionnelles. Oui, ça, il a vraiment donc, le soutien au fur et à mesure, ce qui fait que ces fouilles commencent à prendre de l'ampleur. Et alors, qu'est-ce qu'il trouve dans ces fouilles ? Alors, en fait, il fouille dès le mois de mai 1963, et c'est dans cette partie qui avait déjà été un peu exploré dans les années 1930, qu'il va trouver le nombre le plus important de fragments, puisque rien qu'en 1963, cette seule année, durant laquelle il fouille toute la belle saison, c'est comme ça que se passent les fouilles, on profite du beau temps, et puis ensuite on retourne à l'étude au sec. Donc entre mai et septembre 1963, il va trouver plus de 500 morceaux. C'est plus un jardin à ce niveau-là. Donc en fait, c'est toute une sorte de bâtiment au fond du jardin qui est détruit. C'était sous un bâtiment, c'est ça ? Voilà, sous un bâtiment, effectivement. Il y a des tranchées qui sont creusées d'environ 80 cm, 1 mètre de large, pour permettre de se retourner en fait, et de tirer les différents éléments des murs. Et une fois que ce petit établi au fond du jardin a été intégralement sondé, il est détruit et c'est un atelier qui est construit pour les Pressouire. Et ensuite, il pourra être occupé, cet atelier, à chaque fois qu'ils viendront séjourner à Châlons pour poursuivre leurs fouilles durant les années qui suivront, puisqu'elles auront lieu tous les ans, quasiment, jusqu'en 1976. Et donc, ils vont en fait chez tous les habitants, tous les gens qui sont près de la collégiale, pour aller vraiment dans les jardins de tout le monde, sous les maisons de tout le monde, pour trouver d'autres choses. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, on le voit dans le musée, il y a une borne d'accueil avec notamment en fait, la base de données, et c'est très visible. Il y a une frise chronologique qu'on voit très très bien. Ah bah oui, la première année, ils ont trouvé énormément de choses. On voit que les années suivantes un peu moins, mais là, c'était vraiment la belle année. Et donc, ça dure combien de temps, ces fouilles ? Et aussi, qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il trouve ? Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il commence à faire un puzzle géant. C'est exactement un puzzle géant. Et dès le mois de mai, ils sont frappés par la diversité des styles des fragments qu'ils découvrent. Et là, il faut comprendre, donc ils vont faire de l'histoire de l'art et non de l'archéologie. Et ils vont faire de l'histoire de l'art telle qu'on le faisait à cette époque en étant surtout attentifs aux éléments figurés. Parce qu'à cette époque, on va être dans une ère du primat du style, en quelque sorte, où c'est la personnalité de l'artiste derrière ces chefs-d'œuvre qui est pour nous un mystère à percer, plutôt que le contexte qui intéresse davantage l'archéologue.
Oui, parce qu'en fait, alors là, on les voit autour de nous, mais il y a eu vous pouvez le voir en fait un petit peu sur certaines statues colonnes, qu'on a un petit peu des zones qui sont un peu plus claires, parce que oui, il est de la reconstitution, parce que en fait, il ne trouve pas tout en un morceau. Il a fait comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de fragments. Il y a eu énormément de fragments qui ont été disposés dans leur atelier par terre, et ils avaient développé une mémoire visuelle extrêmement importante, si bien qu'ils pouvaient reconnaître un fragment de draperie féminin et se dire, mais ce fragment de draperie féminin, il provient d'une figure qui regarde vers la gauche. En fait, on n'en a qu'une, ça on le voit très bien dans le film, et ils vont faire cet essai de rapprocher les fragments, et le joint vif permet de voir que les deux fragments vont ensemble parfaitement. Ils ont eu le souci de ne pas tromper le spectateur et effectivement d'utiliser un matériau tout à fait visible qui s'appelle la métalline. Alors aujourd'hui, personnellement en tout cas, j'aime pas du tout cette métalline. Elle nous empêche finalement de profiter de ces chefs-d'œuvre du XIIe siècle. Mais elles sont destinées à bien indiquer aux spectateurs que ces œuvres ont parfois dû être recomposées, mais avec des joints qui rendent tout à fait visibles ces recompositions, ces puzzles. Oui, on parlait de l'évolution de l'archéologie, mais l'évolution de la restauration, de la reconstitution, ça aussi, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Alors aussi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il ne fait pas forcément que des fouilles ici, mais qu'en fait, il commence à faire aussi une chasse au trésor. Donc peut-être qu'il s'est rappelé des personnes qui sont parties avec les statues colonnes sous le bras, mais il se dit, peut-être qu'il en manque, et donc il commence à en chercher un peu partout. Oui, il va commencer toute une série de voyages et il va interroger tous ses collègues un peu partout, et ça lui permet de nourrir l'analyse des styles qui l'intéresse beaucoup. Donc lorsqu'il va à New York, il va retrouver une statue au Met qui est très très proche dans son style d'un des rois que l'on a ici, et qui lui permet donc de formuler des hypothèses quant à l'identité du sculpteur qui aurait réalisé ce roi. Et il va retrouver en effet des statues colonnes qui proviennent du cloître. Alors il en est sûr grâce à cette excellence du regard qu'il a développée, mais aussi grâce à l'architecture modulaire qui se trouve au cloître. Ça veut dire quoi, l'architecture modulaire ? L'architecture modulaire, c'est qu'on a parlé des 1 mètre qui séparaient les statues tout à l'heure, et que chaque colonne et chaque statue colonne a en fait la même dimension, avec parfois des têtes un petit peu hautes, mais en général, elles ont toutes aussi la même dimension. Donc, il suffit de comparer les dimensions des œuvres que l'on regarde, et on sait en fait si on est dans le même module ou non. Et ainsi, il a pu retrouver 2 statues colonnes provenant du cloître au musée Mayr-Vandenberg d'Anvers, une au musée des Beaux-Arts de Cleveland, et puis une également en Suisse à la fondation Abegg qui se trouve à Rigisberg. Donc là, on avance un petit peu et on a une nouvelle étape importante dans l'histoire du cloître, c'est l'ouverture du musée, qui en fait arrive assez vite. Alors assez vite, je ne sais pas, mais en tout cas, il est soutenu, mais il est pressé à un moment de conclure finalement son travail, parce que sinon, ça aurait peut-être pu s'étaler sur encore des années. Et donc en 1976, il arrête définitivement, et pendant 2 ans, il va poursuivre et achever son travail de recomposition. On est toujours tenté d'aller plus loin et de prendre des morceaux pour essayer nous-mêmes de recomposer des éléments, mais on se rend compte finalement, on est à chaque fois confronté à la très grande qualité et au niveau assez incroyable de connaissance du cloître qu'il avait atteint, sans aucun outil informatique, simplement avec une organisation de sa documentation extrêmement poussée et sophistiquée. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que on aurait pu s'attendre à ce qu'il essaie de faire une restauration du cloître, d'essayer de refaire comme si c'était un cloître et tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, on peut même dire parce que c'est le couple, donc les deux étaient impliqués, tous les deux décident de ne pas faire une tentative de reconstitution du cloître. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ce choix ? La sensibilité collective, à l'époque, est très marquée par la Charte de Venise de 1962, qui exige que l'on rende visibles toutes les restaurations que l'on mène, donc d'où l'utilisation de la métalline, et qui aussi exige une sorte de sincérité absolue vis-à-vis du public. Et c'est pour cette raison qu'ils ne vont pas se lancer dans une recomposition du cloître, puisqu'en fait, la grande inconnue, c'est bien le programme iconographique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel
ordre et quelle était la disposition de toutes ces statues-colonnes. Alors on a choisi de mettre Sylvia Presswear en avant parce que c'est en effet elle qui a publié le seul ouvrage qui effectue une synthèse sur le sujet, ce qui est énorme déjà perdu. Et on a cité une de ces phrases qui dit « Les grands cloîtres fermés, on les soupçonne, on ne les connaît pas ». Et donc, à la reconstitution hypothétique et conjecturale du cloître, on a préféré une muséographie de ces sculptures. Et c'est la raison pour laquelle donc, on arrive ici dans un lieu où, par moment, on suggère des allées de cloître, on reconstitue également quelques arcatures, pour finalement évoquer, et on sait très bien qu'il y avait ces éléments, mais c'est tout. Et au-delà de cela, on propose aux visiteurs de se plonger dans cette théorie des styles. Alors, même si on l'a dit, et tu l'as déjà dit, effectivement, on n'arrive pas à vraiment déterminer exactement comment étaient disposées ces statues-colonnes, mais déjà, parlons enfin de ce qu'on voit autour de nous aussi, et même du style un petit peu, parce que même si on n'arrive pas à déterminer exactement le programme iconographique, on a quand même beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire des généralités. Donc, si on devait décrire ces statues-colonnes à quelqu'un qui ne les voit pas, là, les gens qui nous écoutent et tout ça, qui n'ont pas sous les yeux, même si ils peuvent le voir sur passionmédiéviste.fr, je mettrai des photos, bien sûr, sur l'article qui sera lié à cet épisode, mais comment décrire ces statues ? On a dit déjà, elles ont à peu près la même taille toutes. Alors déjà, on est sur quelle taille ? On est sur à peu près 90 cm, chaque colonne mesurant à peu près même exactement 1 mètre. Et donc, on l'a dit, on a une alternance de colonnes simples, avec donc à chaque fois des chapiteaux historiques. Donc, chapiteaux, rappelez-vous, c'est un peu en cône. On appelle ça la corbeille. Une corbeille, c'est ça, donc qui est en haut des colonnes. D'ailleurs, les chapiteaux, déjà, on peut en parler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différents types de chapiteaux parce que je n'ai aucune mémoire sur le sujet, mais on a plein d'histoires qui nous ont raconté déjà. Rien que ces chapiteaux-là, on pourrait les regarder pendant des heures. C'est une vraie, si on peut le dire un peu comme ça aussi, une vraie bande dessinée qui nous parle du Moyen-Âge et des récits, en tout cas de l'imaginaire que les gens avaient au Moyen-Âge. Oui, même à un Moyen-Âge qui est très éloigné de nos manières de penser aujourd'hui. C'est pour cela que le lieu reste un peu confidentiel aussi parce qu'il faut pouvoir lire toutes ces histoires qui nous sont racontées et il faut pouvoir finalement comprendre quel était l'état d'esprit des commanditaires et des artistes qui sont à l'origine de ce cloître. Donc qu'est-ce qui est représenté ? On a beaucoup de passages de la Bible, c'est ça ? Bon, c'est plutôt classique ça. Voilà, c'est beaucoup la vie du Christ, des représentations, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament étant toujours convoqué pour son pouvoir d'annoncer en quelque sorte la vie du Christ. Des vies de saints également, beaucoup d'apôtres sont représentés, et peut-être aussi des personnages issus de l'histoire locale et pour lesquels on a un certain nombre d'hypothèses, puisqu'on sait qu'il y a toujours une base déclinée sur les différentes œuvres sculptées, puis il y a toujours une marge aussi qui permet de raconter l'histoire du lieu où on se trouve. Et si on regarde maintenant le corps de ces statues-colonnes, on en a certaines avec des statues de personnes, de personnages. Et là, vraiment, quand on regarde autour de nous, on voit effectivement une grande diversité, même si on en a certaines qui ne sont que des fragments. Il y en a, il manque des têtes, il y en a, il manque des pieds. Mais qu'est-ce qu'on a comme type de personnages qui sont représentés ? Alors là, on se trouve, nous, à la table installée avec les Christophores derrière nous, donc ceux qui vont porter le Christ, et également toute une série de prophètes. Il se trouve également donc les apôtres, comme je l'ai dit, et des personnages qui vont souvent avoir un lien avec les histoires qui sont racontées sur le chapiteau. Par exemple, derrière vous, il y a cette très jolie jeune femme qui est vêtue de façon très élégante, avec sa très longue natte qui tombe jusqu'au rein quasiment. Et si vous la regardez attentivement, elle a des traits très proches d'un personnage féminin qui est représenté juste au-dessus. Et donc cette scène qui est représentée, ce sont les noces de Cana. Et vous voyez cette femme qui est proche d'un homme avec un bonnet côtelé, comme on dit, et c'est donc le couple qu'on identifie comme les mariés de ces noces de Cana. Et on voit cette mariée qui est ensuite représentée en pied. Avec donc une double lecture, on pourrait donc s'intéresser à ce premier miracle de Jésus, les noces de Cana. Et puis on a aussi l'idée de la mariée, qui est une image peut-être plus allégorique de l'Église, de la fiancée, pour être une allégorie de l'Église tout simplement. On a cette double lecture qu'on est très souvent tenté d'avoir lorsqu'on regarde les œuvres de ce musée.
Un des clichés qu'il y a parfois sur le Moyen-Âge, c'est que oui, les femmes sont jamais représentées, les femmes sont pas présentes. Il suffit juste de se balader pour voir qu'on a plein de femmes qui sont représentées. Donc ce n'est vraiment pas l'exception. On en a en effet un certain nombre. On a la veuve de Sarepta, qui est un personnage donc, qui apparaît dans l'Ancien Testament, qui trouve des morceaux de bois, et ces morceaux de bois forment une croix. Elle a ce rôle d'annoncer la crucifixion. Il y a également le récit d'une sainte, Sainte Marguerite. Que j'aime beaucoup parce qu'il y a une histoire de dragon dans cette Marguerite. Oui, le chapiteau qui raconte son histoire est composé de 4 scènes. On va donc pouvoir suivre ces scènes-là de façon assez imagée. Elle est torturée par un roi qui souhaite l'épouser et elle rejette ce prétendant parce qu'il faudrait, pour épouser ce roi, qu'elle cesse d'être chrétienne. Et donc, elle va être torturée et elle va finalement pouvoir se défendre de son bourreau et elle va le prendre par les pieds et le jeter dans un puits. Il y en a combien en tout des statues colonnes présentées ici ? 77. Voilà. Enfin, 77 statues colonnes et chapiteaux. On ne peut pas parler de tout. Donc Pierre, quels sont tes préférés, toi ? Si tu dois un peu attirer l'attention sur quelques-unes de tes préférés, tu dirais lesquelles ? Clémentine en a déjà cité. On a un ensemble qui est également remarquable, qui est une représentation des vertus terrassant les vices, les vertus étant représentées sous forme de chevaliers. Et là, on a de très belles statues de chevaliers en côte de maille, avec l'écu, avec le casque. Excusez-moi, je n'utilise pas les termes exacts de... Les couvre-chefs. Bref. En tout cas, voilà, on a ces très beaux chevaliers qui terrassent avec leurs épées, les vis sous leurs pieds. Et là, voilà, on a des représentations de chevaliers contemporains, de même que, corrige-moi si je me trompe Clémentine, la mariée qui est représentée dans les noces de Cana est représentée avec des vêtements, avec un costume qui est un costume contemporain. Alors qu'à côté, on a des statues d'apôtres ou de prophètes qui, elles, ont des drapés qui n'ont pas de caractère véritablement du XIIe siècle. On a aussi quelques représentations, donc avec ces chevaliers, avec cette mariée, de costumes d'époque. Et aussi, il y en a un, on vous m'en a parlé quand on a préparé l'épisode, qui est en fait une référence à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire... Alors, c'est une hypothèse. J'ai bien compris que c'était une hypothèse, mais c'est intéressant de le dire et vous allez comprendre aussi après pourquoi. On aurait peut-être la représentation du fameux chroniqueur qui avait parlé à sa sœur de la reconstruction de l'église. C'est une hypothèse, mais elle nous plaît beaucoup. En tout cas, on sait que dans un chapiteau, il y a un truc qui cloche, c'est-à-dire que le chapiteau du lavement des pieds, qui se trouve à peu près au milieu de la salle, c'est le premier derrière vous. Vous y reconnaissez les apôtres qui... attendent leur tour et le Christ qui se trouve donc déjà en train de laver les pieds de Saint-Pierre. Et donc dans cette succession d'apôtres et de personnages qui ont tous plus ou moins une coiffure à l'antique, c'est aussi un petit peu ce qui caractérise ces sculptures, un caractère très antiquisant, eh bien il y a une tête qui semble un peu surgir de nulle part, qui ne semble pas appartenir au reste. Donc c'est vraiment pour cela qu'il faut se plonger dans les sculptures pour ne pas avoir peur de s'égarer dans tous ces personnages et y déceler donc toutes ces choses. Et là effectivement, ce visage, on s'appuie donc sur un certain nombre d'hypothèses qui ne proviennent pas forcément de nous directement, mais de personnes qui ont une grande connaissance de Guy de Bazoches. Comme Guy de Bazoches, le chroniqueur, oui, voilà, c'est ça. Le chroniqueur, chanoine de la cathédrale et chantre également, donc maître des écoles. Et comme le cloître avait pour fonction d'être un lieu d'enseignement de l'histoire religieuse, de catéchisme, eh bien, en tant que maître des écoles, il a dû forcément avoir un rôle, ou au moins un avis, ou en tout cas, il est lié à ce programme iconographique. Son histoire et le déroulé de sa vie nous amènent à avoir envie de croire qu'il pourrait s'agir d'un portrait de Guy de Bazoches, ou en tout cas d'une personne qui a joué un rôle, comme c'était traditionnellement le cas, d'avoir un commanditaire qui serait représenté à un endroit donné de l'œuvre donnée. Ça, je pense que c'est important qu'on le dise aussi. Et d'ailleurs, voilà, c'est un peu un des appels qu'on va faire dans ce podcast, parce que oui, il y aura un appel, et rien à voir avec la religion. Mais alors, depuis que l'ouverture du musée, il y a eu bien sûr des travaux qui ont été menés. Notamment, vous verrez en visitant qu'il y a toute une présentation sur comment on peut imaginer comment les statues étaient peintes, avec les pigments qu'ils pouvaient avoir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que
il y a encore beaucoup de mystères et que donc l'appel qu'on fait, c'est qu'il y aurait des travaux à mener. Il y a encore des travaux à mener parce que, alors on va pas aller trop dans les détails, mais le couple qui a travaillé, ils n'ont pas totalement fini. Il y aurait beaucoup de travaux pour reprendre toutes les recherches qu'ils ont faites parce que c'était quand même il y a un moment, donc forcément l'état de la recherche et les connaissances qu'on a du Moyen-Âge ont évolué. Et donc là, vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer dans un master d'histoire médiévale, là, vous les accueillez à bras ouverts parce qu'il y a du travail en fait. Et il y a tout. Ça qui est bien parce que des fois, les masters, on doit chercher les sources partout. Là, vous avez déjà tout sous la main, vous pouvez tout fournir en fait. Il y a quand même un gros travail pour ordonner tout ce que l'on a sous la main, ça c'est vrai. Mais en effet, le travail de synthèse n'ayant pas été effectué par le couple Pressuire, puisque Léon Pressuire a publié un grand nombre d'articles qui observaient, analysaient chacun un détail finalement de ses recherches. Et Sylvia Pressuire nous a livré un ouvrage passionnant, mais finalement qui se voulait à la portée de tous, un ouvrage pour tout un chacun. Il manquerait une synthèse de spécialistes pour redonner la place de la sculpture de Notre-Dame-en-Vaux dans la chronologie du premier âge gothique. Et voire même, alors là c'est vraiment pour des personnes qui seraient armées de courage et d'aventure, faire peut-être des hypothèses sur comment aurait pu être... Parce qu'en fait, voilà, Léon Pressuire, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu timide, enfin, il n'a pas osé émettre totalement une hypothèse sur comment pourraient être réparties ces statues colonnes. Et là, il faudrait peut-être des gens qui mettraient les mains dans le cambouis pour se dire, allez, on propose une hypothèse de comment était disposé tout ça. À vrai dire, ce que l'on cherche à faire, puisque de récents travaux ont eu lieu au musée, motivés par la nécessité de rendre ce lieu plus accessible au public, mais aussi de reprendre en effet l'état de la connaissance, de voir si on avait vraiment évolué, et ce notamment grâce aux nouvelles technologies. Donc les travaux de valorisation numérique ont permis de réaliser des photogrammétries de chacun des vestiges du musée, à la fois présentés dans la salle et dans les réserves. Et on aimerait s'adosser à un laboratoire de recherche qui pourrait porter toute cette dimension technologique pour faire des reconstitutions. C'est-à-dire que Pressuire, avec son désir d'être absolument sincère dans ce qu'il proposait au public, n'est pas allé au-delà de ce que l'on voit ici. Mais aujourd'hui, avec l'outil informatique, sans intervenir sur les œuvres elles-mêmes, on peut réfléchir aux parties manquantes et puis on peut faire bouger ces différents éléments pour pouvoir formuler des hypothèses. Et oui, effectivement, donc c'est en avril 2025 que vous avez fait une réouverture de ce musée, alors qui a conservé l'esprit, notamment la disposition des œuvres qui a été voulue par le couple, mais avec plein de nouveaux dispositifs. Alors, est-ce que je peux faire un appel pour également des recherches sur Guy de Bazoches ? Ah. Parce qu'on l'a dit, en fait, pour Guy de Bazoches, on recherche latiniste désespérément. Mais pas n'importe quel latiniste. On recherche quelqu'un qui pourrait comprendre le latin très compliqué parce que il fait des allers-retours, il utilise une langue qui est pas tout à fait classique, il fait des effets de style, il fait des jeux de mots, il fait des allusions. Donc voilà, il faut réussir à le comprendre. Tu décourages les gens à chaque mot, là, tu sais. Et ensuite, il faut le traduire en français, sachant que Guy de Bazoches était considéré comme un modèle de style. Il fait partie des grands stylistes du XIIe siècle. Pour la gloire de Châlons, avoir un grand styliste du XIIe siècle qui n'est pas très connu, c'est impossible de le vendre, si je puis dire. C'est impossible de lui donner la gloire qu'il mérite sans traduire en français ses épîtres, sans traduire en français la trentaine de lettres qu'il a écrites et qui sont passionnantes parce qu'elles nous parlent du quotidien de cet homme qui, quand on lit ses lettres, on s'attache très vite à lui parce que c'est un jeune homme, alors on le suit sur une vingtaine d'années peut-être, qui a un début de carrière qui se passe au début pas mal et puis ensuite moins bien. Il a ses bons jours, il a ses mauvais jours, il a sa mère qui manifestement trouve que il n'a pas la carrière qu'il devrait avoir, alors ça se voit dans les lettres qu'il écrit à sa mère. Et elle n'est pas la seule. Mais je suis très très bien dans ma petite maison. Elle voulait un médecin, c'est ça. J'ai vu sur la campagne chalonnaise, j'ai mes livres, j'ai plein de livres dans ma bibliothèque. Bon, je pense que sa mère pensait que vraiment c'était une catastrophe, cet enfant qui... Bref, on a ce personnage qui est vraiment attachant, qui écrit très bien et oui, il faudrait réussir à traduire Guy de Bazoches, ça serait important. Donc je retiens que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour la gloire de Châlons, voilà. Ils doivent se manifester. C'est une juste cause. Alors, est-ce qu'on peut annoncer peut-être quelques temps forts qu'il y aura au musée en 2026 ? Qu'est-ce qu'on a comme événements qui sont déjà annoncés ? Ou alors, il n'y en a pas et on peut juste aller sur le site du musée pour découvrir tout ça ?
En 2026, on va poursuivre nos efforts vraiment pour rendre ce musée plus Pour la accessible gloire, on au l'a grand compris, public. oui. On a donc tous ces dispositifs numériques qui ont été installés récemment et qu'on cherche à perfectionner. On est en train de réaliser donc un petit film avec des images de synthèse pour reconstituer le cloître avec ces images de synthèse et pour que l'histoire de ce cloître nous soit racontée de façon très ludique. Et on a choisi un personnage pour être notre narratrice. C'est la mariée des noces de Cana qui, donc, grâce à un logiciel, va prendre vie et va prendre la parole pour expliquer sur un ton un peu décalé, parce que finalement, on a quand même été très sérieux dans tous les outils qu'on propose dans le musée. Et donc, ce sera sans doute ça, l'événement, c'est-à-dire ce petit film un peu publicitaire qui pourra être sur le site internet ou un peu dans n'importe quel lieu ouvert au public à Châlons. Mais ici, dans le cadre de la visite au musée, le film durera 10 minutes et vous permettra d'avoir une chronologie complète et amusante de ce cloître depuis sa construction au XIIe siècle jusqu'à la redécouverte par les Pressuire dans les années 60 et 70. Mais sinon, donc, le musée est ouvert tous les jours quasiment ? Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h en été et en hiver de 10h à 17h. Merci énormément Clémentine Lemire et merci beaucoup Pierre Candide pour raconter toute cette histoire, enfin ces histoires vraiment. On l'a dit, donc vous pouvez venir visiter donc ce musée, vous verrez, c'est une ambiance très particulière. Donc après, en plus, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que donc il y a eu quand même une forme de reconstitution du cloître parce qu'il y a juste un jardin juste à côté. Voilà, je suis restée assise il y a quelques heures là pour préparer cet épisode et vraiment je m'y croyais en ayant la vue sur la collégiale là, juste à côté, je m'y croyais. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du musée du cloître pour avoir plus d'informations, ou aussi sur le site de passionmédiéviste.fr où, comme je vous l'ai dit, il y aura donc un article qui accompagne leur épisode avec des informations, des photos, on vous mettra tout ça. Je vous renvoie vers plusieurs épisodes que j'ai déjà fait qui sont en lien et que si ce sujet vous intéressera aussi. Donc on a le hors-série sur la rotonde de Saint-Bénigne. J'avais fait donc le hors-série sur l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay. Aussi, si vous aimez un peu le côté archéologie, j'avais fait un hors-les-murs sur les fouilles archéologiques des Moulineaux. Là, on était plutôt sur un ensemble aussi. Il y avait un peu d'ensemble une église qu'on a encore un peu aujourd'hui. Et aussi, si vous aimez les choses un peu très précises, j'ai fait un épisode sur les carreaux de pavement que j'aime beaucoup. Et aussi, si vous aimez les chanoines, j'ai fait un épisode sur les chanoines de Bretagne. Vous verrez, c'était aussi très rigolo. Merci encore énormément à toute l'équipe du musée et donc d'avoir organisé tout ça. Merci beaucoup au public pour s'être déplacé et d'avoir assisté à cette... Vraiment, c'était passionnant. J'ai encore plein de questions, mais on les gardera peut-être pour une autre fois. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!